Je reçois avec plaisir Jean-René Ladmiral, que j'avais déjà reçu il y a quelque temps pour parler de traduction, parce qu'il n'y a pas que la traduction dans la vie, il y a aussi la communication interculturelle, et qui est quelque chose de tout à fait normal, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la communication interculturelle? On va un peu tourner autour de cette définition, on va se demander de quoi il s'agit véritablement, fondamentalement, c'est quand il y a deux cultures qui se rencontrent, et elles se rencontrent parce que on voit bien on entend bien qu'on ne parle pas la même langue, on voit bien qu'on ne s'habille pas pareil. En tout cas, c'était à l'époque où les Alsaciennes rencontraient des Japonaises. Voilà, maintenant, elles sont toutes habillées pareil. Vous le disiez déjà en 1989 dans la préface de votre livre, La communication interculturelle, Jean-René Ladmiral et Edmond Marc Lipiansky. C'est vraiment la toute première citation. Les jeunes sont tous spécialement sensibilisés à cette communication interculturelle, tant par leur goût des voyages que par l'intérêt qu'ils montrent pour la rencontre de l'autre. En 1989, donc le mur de Berlin n'était pas encore tombé quand le livre sort. Les jeunes tentent à se retrouver d'ailleurs dans une même culture cosmopolite. Ils portent les mêmes jeans, suivent les mêmes modes, écoutent les mêmes musiques, se passionnent pour les mêmes stars du sport, du cinéma ou de la chanson. Ça n'a pas changé et vous en êtes maintenant à la 4e édition, publiée aux Belles Lettres, dans la collection traductologique que vous dirigez, que vous co-dirigez, si je ne m'abuse. Et voilà, cette 4e édition date de 2015. Ça fait longtemps que le mur de Berlin est tombé, mais les jeunes continuent effectivement à se passionner pour les mêmes stars, c'est-à-dire Aya Nakamura ou la dame aux grosses fesses qui sévit aux États-Unis, dont j'ai oublié le nom, Kim Kardashian. Voilà, je sentais dans votre regard, vous ne saviez pas exactement où je voulais aller. Et on se retrouve avec toujours cette idée de les gens se rencontrent et ils ne savent pas exactement ce qui est en jeu dans cette rencontre. Ils ne se rendent pas compte que les cultures s'affrontent, en fait, même s'il y a un lissage des cultures à travers le globish, cet anglais international, à travers effectivement ces goûts qui sont de moins en moins hantés sur une tradition spécifique, à travers ces langues qui deviennent de plus en plus pauvres, et à travers ces goûts qui sont de plus en plus mondiaux, alors que à l'époque, il y avait ce que vous appeliez dans un texte tout à fait évocateur de la traduction à la communication interculturelle, ce que vous appelez la couleur de la civilisation, voilà, c'est-à-dire la manière dont chaque civilisation porte en elle un certain nombre de signes qu'il s'agit de décrypter, qui sont parfois inconscients à celui qui les porte, et que malgré tout, la communication interculturelle va s'efforcer de mettre au jour. Est-ce que je... Est-ce que... Oui, tout à fait. Richard de Sèche, je vous remercie de m'inviter pour traiter de ce problème. La communication interculturelle et la traduction, c'est pas tout à fait la même chose. Nous y reviendrons. Mais je veux rebondir sur ce que vous venez, sur la citation que vous venez de donner de notre livre, sur l'arasement des différences culturelles dans les rencontres de jeunes maintenant, des rencontres mondialisées, mondialistes et mondialisées. Il se trouve que j'ai pu moi-même, Edmond Marc Lipiansky et bien d'autres, participer à un programme franco-allemand qui avait pour objet justement de faire exister, d'entretenir un dialogue des identités culturelles et des langues. Et le premier chapitre de notre livre, qui s'intitule euh, Pour une dynamique des groupes bilingues, c'est aussi en réalité pour une dynamique des groupes interculturels. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce constat que nous faisons et que vous validez, qui était le début de notre livre, dans ces rencontres franco-allemandes, nous avons eu la chance de faire exister de la relation interculturelle. Et justement, le franco-allemand, le rapport entre l'Allemagne et la France à ce moment-là, c'est peut-être différent maintenant, euh, avait quelque chose de tout à fait emblématique, paradigmatique de l'interculturel. La France et l'Allemagne étaient des nations de poids à peu près comparables, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et par ailleurs, les rencontres, il y avait un dispositif qui était mis en place par un Français du nom de Ewald Brass, qui dirait
dirigeait le bureau de recherche de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et il avait adopté un dispositif intéressant qui consistait à faire exister des stages résidentiels où, en somme, une dizaine ou un peu moins, entre 6 et 10 jours, euh, une, des groupes franco-allemands, c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine de Français, une dizaine, une quinzaine d'Allemands. Et nous tenions à ce qu'il n'y ait pas que des bilingues. Parce que la réalité n'est pas que les Français sachent l'allemand tous, ni que les Allemands sachent tous le français, même si, à un certain moment, les Allemands maîtrisaient mieux le français que les Français l'allemand. Entre-temps, tout ça s'est un peu effondré. Il y a une anglicisation générale, mais nous avons eu une situation de laboratoire intéressante où, comme je le fais, j'en donne le détail dans 80 pages du premier chapitre, à l'occasion d'une réflexion sur la façon dont un groupe ou des gens qui n'ont pas la même langue, mais qui renoncent à utiliser le globish, maintenaient une relation parfois tendue, parfois conflictuelle, mais où les identités apparaissaient. Et alors, par exemple, on avait pris le choix de ceux qui veulent parler français parlent français, ceux qui veulent parler allemand parlent allemand. Mais il y avait des traducteurs. Alors, il n'y avait pas des traducteurs institutionnels parce que, d'abord, il aurait fallu les payer, on n'avait pas les moyens, mais surtout, ça aurait introduit une médiation neutre. Or, l'intérêt de ces rencontres était que la traduction, ou plutôt la médiation linguistique, parce que ce n'était pas vraiment une traduction, que la médiation linguistique soit prise par les participants eux-mêmes. Alors j'ai dit, nous tenions à ce qu'il y ait des unilingues, français et unilingues allemands, mais il y avait toujours, on découvre à ce moment-là, un certain nombre de personnes qui savent plus ou moins bien l'autre langue, qui souvent prétendent ne pas la savoir, mais dans une situation concrète où c'est utile, ils découvrent qu'en réalité, ces Français maîtrisent mieux l'allemand qu'ils ne le pensaient, et inversement, les Allemands le français. Alors, c'est-à-dire que là, la médiation linguistique et interculturelle était un phénomène de groupe. Alors, l'intérêt de la situation, c'était que les identités culturelles étaient incarnées par des individus dans un groupe où, évidemment, le fait d'être en groupe, d'être en relation, faisait que l'identité de chacun n'est pas une sorte de monade de choses données, mais un point de vue, un pôle de relation. Et alors, c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir publié dans ce livre ce chapitre pour une dynamique du groupe bilingue, qui encore une fois n'est pas que bilingue. Je dirais que c'était une recherche tout à fait neuve, et je me permettrais d'avoir l'immodestie de penser que ça continue à être le cas. Et alors, bon, évidemment... Juste avant, quand vous avez prononcé évidemment tous les mots qui sont passionnants parce qu'ils fondent aujourd'hui une grande partie du débat politique, identité, culture. Qu'est-ce que vous retenez comme résultat de cette expérimentation, comme vous êtes un praticien, un théoricien, mais aussi un praticien. Vous insistez beaucoup dans vos livres sur le fait que le théoricien qui ne pratiquerait jamais, malgré tout, passe sans doute à côté de ce que le terrain est capable de lui apporter, et de même que celui qui ne jure que par le terrain, de temps en temps, est incapable de comprendre ce qu'il a trouvé. Et d'ailleurs, il n'est pas capable de le trouver, puisqu'il ne sait, il y a un moment donné, il ne sait même plus ce qu'il cherche. Voilà. Et c'est là où le concept est nécessaire. Donc, en tant que praticien et théoricien de cette interculturalité, qu'est-ce que ce stage, dont effectivement vous avez parlé à plusieurs reprises, a dégagé comme enseignement? Alors, d'abord, c'est tout un ensemble de stages, c'était des programmes. Et alors, l'idée intelligente d'Evald Brass, c'était d'associer 2 ou 3 Français, 2 ou 3 Allemands, spécialistes de domaine qui assuraient l'animation. Si bien que il m'est arrivé d'avoir en face de moi des Allemands qui étaient sociologues ou qui étaient
didacticien ou géographe ou éthologue. C'est-à-dire que l'idée d'Evalbras, qui était géniale, consistait à constituer une équipe d'animation à partir de spécialistes de disciplines différentes. Et il ne s'agissait pas de faire un cours, il ne s'agissait pas de faire uniquement de la dynamique de groupe, bien que nos groupes sont ce qu'on appelle en psychologie sociale des groupes de base, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tâches assignées, si bien que le groupe suivait son histoire et notamment l'animation était assurée par des spécialistes de sciences humaines, français et allemands, différents. Et alors, ce qui apparaissait, c'est que certains, comme me dit un de mes amis et collègues animateurs lui-même, c'est que, par exemple, il se trouve qu'une fois, il y avait un animateur allemand spécialiste de l'agressivité dans l'héritage de Konrad Lorenz, et il y a eu de la tension, et comme a dit un des participants, oui, le spécialiste de l'agressivité n'a pas supporté l'agressivité du groupe. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que nous arrivions avec nos formations, nous les animateurs, qu'on appelait dans le jargon franco-allemand des teamers. Des teamers, oui. Alors, moi j'ai été teamer souvent, mais alors moi j'étais assez demandé. Evalbras m'a souvent confié des stages et même plusieurs programmes parce que j'avais l'avantage de savoir bien l'allemand. Et il fallait que certains teamers et certains participants aient la double compétence pour que le groupe fonctionne. Et pour qu'il fonctionne avec ses à-coups, puisque la plupart du temps, ce qui apparaissait, c'était la difficulté de se comprendre. Et le dispositif consistait à avoir des réunions plénières qu'on appelait dans le plénum, c'est une sorte de germanisme en réalité. Et alors, le plénum est un espace politique. C'est du moins ce qu'indiquait Georges Lapassade, qui est à l'origine d'un courant de la psychologie sociale française, qui est l'analyse institutionnelle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où des gens sont ensemble, à partir du moment où il n'y a pas une tâche indiquée, mais qu'il y a en même temps des spécialistes qui consentent à se départir de leur assurance disciplinaire, mais se confrontent à une vie de groupe avec derrière eux, effectivement, une certaine compétence qui est la leur. Moi, j'avais deux compétences du point de vue des organisateurs, c'est que je savais l'allemand, je n'étais pas tout à fait bilingue, mais presque, et par ailleurs, j'étais à la fois linguiste et philosophe. Donc, mes appartenances disciplinaires étaient quelque chose que j'apportais, comme les autres teamers, sans que ce soit l'objet. Et l'objet étant de faire fonctionner un groupe où interférait la différence des langues et la gestion de la différence des langues par le groupe. Il y a des gens qui se proposent, qui adoptent la traduction. Disons la médiation. Les gens disent traduction, mais ce n'est pas de la traduction. Ça impliquerait qu'il y ait un texte et qu'on fasse une traduction rigoureuse. Mais plutôt, on disait, l'idée c'est je pense qu'il a dit que, je pense qu'il pense que. Donc c'était doublement subjectif. Et alors à ce moment-là, à cette occasion-là, dans la médiation interlinguistique, il y a bien beaucoup d'autres choses qui passent. D'abord du relationnel psychosociologique, et puis des différences culturelles, interculturelles. Voilà, donc c'est pour ça que mais je voudrais pas peut-être... Mais surtout, vous avez parfaitement décrit le cadre et le protocole d'une certaine manière. Mais est-ce que, pour reposer ma question, est-ce qu'il y a un enseignement, est-ce que il y a quelque chose, vous avez dit, voilà, j'ai mieux compris la culture c'est ceci, j'ai mieux compris l'identité c'est ça. Oui, alors, moi, j'étais, donc, comme je dis, philosophe et linguiste, mais aussi germaniste, en réalité. Et donc, j'avais une connaissance de l'Allemagne et de la culture allemande. Et là, j'ai été amené à relativiser les choses dans la mesure où
Il n'y avait pas une existence de la culture en soi, mais des incarnations personnelles, historiques et parfois conflictuelles. Autrement dit, il y avait deux niveaux, c'est la culture qu'on a concernant l'autre culture et puis la façon dont les choses se passent dans la réalité des relations. Alors, si on essaye d'en tirer une loi, un acquis, je ne dirais pas qu'on a des recettes, je dirais que le bénéfice théorique ou intellectuel de la rencontre, c'est la rencontre elle-même. C'est-à-dire que on a des préjugés, des stéréotypes, pour reprendre le terme en vigueur. Et alors, ces stéréotypes sur les Allemands, alors j'en ai fait dans mon livre Il y en a une collection admirable. une collection sur les Allemands qui sont lourds, disciplinés, agressifs. Très bons musiciens. Voilà. Enfin, j'ai dans le livre un chapitre que j'appelle Éléments d'imagologie franco-allemande. Et alors, ces stéréotypes, et souvent les Allemands, les participants allemands, demandaient à ce qu'on parle de stéréotypes. Moi, ça m'intéressait moins que ça, mais à partir du moment où dans le groupe, il y avait une demande de ce type, ça voulait dire que ça correspondait à la réalité concrète de la relation interculturelle. Et ces stéréotypes, en réalité, on aurait tendance à penser que c'est des images toutes faites, des clichés, des stéréotypes, qui n'ont rien de réel. Non, on ne peut pas dire ça. Que les Allemands soient disciplinés, trop peut-être, parfois, à nos yeux, c'est une réalité. Pas aussi stéréotypée que ça, mais ça fait partie de la réalité. Et donc mon idée, il ne s'agissait pas de balayer les stéréotypes, mais plutôt de les interroger. Et dans l'effort pour les confronter à la réalité, ils sont à la fois un éclairage sur l'autre et en même temps une exagération qu'il s'agit de corriger. Et je dirais le bénéfice de ces rencontres, encore une fois, c'est la rencontre elle-même. Un petit peu comme dit sur le plan amoureux, l'érotisme, c'est pas le résultat, c'est le chemin qui mène, le chemin de l'amour. Hein. Et il n'y a pas un résultat auquel on arriverait. Enfin, sauf si c'est le mariage et la fondation d'une famille. Je ne voudrais pas que nous dérivions sur l'érotisme et la manière dont je le conçois très mal. Mais je pense que là aussi, en fait, il y a une différence temporelle dans les cultures et qu'aujourd'hui, on a l'impression que la consommation de l'acte de chair est sa propre fin et que pour ce qui est de la poursuite de la chose, on a l'air d'être plus près d'utiliser l'application Tinder que de parcourir la carte du tendre pendant 20 ans. Et donc, j'ai l'impression que là aussi, cette époque est un peu trop rapide. Quand vous parlez de stéréotypes, de culture, d'identité, je vais me permettre de vous citer. C'est évidemment un problème important parce que à notre époque où tout est fluide et où le mot identité est quasiment un péché, voilà, quand vous étiez jeune et qu'on parlait de patriotisme, tout le monde frémissait. Maintenant, quand on dit qu'il y a une identité, soit c'est une identité de gauche et tout le monde est absolument ravi de savoir qu'on fait partie du 63e sexe à gauche au fond de la cour, mais que s'il s'agit de parler d'une identité bourguignonne ou d'une identité française, là on est carrément passible d'être foudroyé immédiatement. Vous parliez de l'identité en disant « l'identité culturelle s'appuie sur des facteurs objectifs comme l'héritage de l'histoire, le cadre politique, les origines ethniques, les traditions, la langue, la religion, mais elle repose tout autant sur des éléments subjectifs qui s'inscrivent dans la conscience des membres d'une communauté. Elle existe d'abord sous forme de représentation sociale qui permet à une collectivité de se définir et de se faire reconnaître par les autres. Cette représentation est faite d'images, de symboles, de stéréotypes, de mythes originaires, de récits historiques. » En fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on voit bien que il y a, quand on rencontre l'autre, la perception quasi immédiate qu'on n'est pas pareil. Voilà, effectivement, si je rentre, alors une fois plus, oublions le fait qu'aujourd'hui tout a tendance à s'uniformiser, mais si parisien de souche, je rentre dans une
une ferme bourguignonne, eh ben, je me rends compte que les us et coutumes ne sont pas celles du quartier de la Mouffe. Si français et élevé en France, je me rends au Japon, je me rends bien compte que on ne se comporte pas dans une maison et au bain comme on se comporte en France. Et donc, il y a la perception de cette différence, et cette différence, en fait, fonde l'identité, presque en retour. Et en même temps, il y a peu à peu cette culture de l'autre dont vous parliez, c'est-à-dire que au fur et à mesure que les peuples se fréquentent, il y a une espèce de sagesse des nations qui peu à peu se sédimente, et on en arrive à expliquer que le japonais est cruel, que l'allemand est orgueilleux, que le russe est sauvage, que le français est admirable. Superficiel. Superficiel, oui. J'ai oublié que c'était les Allemands qui nous jugeaient. Voilà. Et, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on ne peut pas balayer ces stéréotypes au prétexte qu'ils ne seraient que des préjugés, on ne peut pas balayer ces images au titre qui ne seraient que des clichés, et qu'au contraire, en fait, on a besoin de ces jalons. Ces stéréotypes, et vous vous rappelez dans vos livres ce que stéréos veut dire quelque chose de solide, c'est au contraire presque l'armature nécessaire au dialogue interculturel. Oui, et le caractère de cliché des stéréotypes les discrédite en partie, mais ils sont un mode de relation à l'autre. Il s'agit de savoir la part de vérité qu'ils comportent, parce qu'ils ne viennent pas de rien, et aussi la part de ce que nous y mettons quant à l'autre. Parce que les stéréotypes, les hétéro-images, les images de l'autre sont aussi des auto-images. C'est-à-dire quand je dis que les Allemands sont disciplinés, c'est parce que j'ai conscience que nous ne le sommes pas assez. En tout cas, pas au degré que je leur reconnais à eux. Voilà. Et alors, donc, l'intérêt des stéréotypes, c'est de faire un pas vers l'autre, et pour la part de vérité qu'il comporte, ensuite de remettre en cause le caractère justement stéréotypé, et en même temps, c'est l'occasion de faire retour sur soi. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans la relation interculturelle. Euh, on peut penser qu'il y aurait les cultures qui existent en soi, et puis après on se rencontre. Alors à ce moment-là, on fait de l'interculturel. En réalité, nos identités culturelles ou personnelles sont d'emblée dans la relation. Autrement dit, nos identités ne sont pas des en soi d'une monadologie où chacun viendrait avec son identité dans sa valise, mais notre identité, personnelle ou politique ou culturelle, est largement le produit d'une relation à l'autre, qui sont un pôle d'une sorte de relation, de polarité. Et alors, la phase suivante, c'est donc première idée simpliste, on a chacun une culture et une identité, et puis ça va bien. Deuxième idée, non, parce que nos identités sont largement le pôle d'une relation. Comme j'ai dit, une certaine idée de la France, pour reprendre la formule de Charles de Gaulle, suppose une certaine relation à l'Allemagne, à l'Algérie, aux États-Unis, enfin que sais-je. Ça veut dire qu'il n'y a pas un en soi. Il n'y a pas un en soi, mais il y a quand même un point à partir duquel je parle. C'est-à-dire, je peux rentrer en relation avec quelqu'un à condition de savoir que je suis en France, que je suis un Français, et que j'ai la charge d'une histoire commune avec cette communauté-là, et pas forcément avec une autre. Et c'est ça qui me permet de rentrer en relation. C'est-à-dire, je ne peux pas poser par principe que seule la relation va me définir. Il y a quand même un auparavant de la relation. Voilà, nous avons une identité qui préexiste, mais dont il apparaît qu'elle est en partie, elle se réfère à l'autre. C'est-à-dire que je suis français, ce qui veut dire que je ne suis pas allemand, ni américain, ça veut dire que d'une certaine façon, d'emblée, mon identité existe, mais elle s'inscrit dans un réseau. Voilà. Et alors, la rencontre interculturelle, c'est d'aller au-delà de l'idée que, je sais pas, les Américains sont des grands enfants, hein, les Allemands
sont des naïfs brutaux, je sais pas, etc. Euh, alors, l'intérêt, c'est de prendre appui sur ces stéréotypes pour qu'ils nous livrent un peu quelque chose de l'autre, mais qui sont mais en même temps, il s'agit d'en faire la critique, et puis surtout de voir la part de nous-mêmes que nous mettons dans les stéréotypes. Et alors, l'intérêt de la rencontre, c'est justement que ça devient concret. Parce que là, ce que je dis, on pourrait le trouver dans des manuels de psychologie sociale. Le problème, c'est que c'est un vécu relationnel. C'est-à-dire que dans les groupes, les gens s'apparaissaient à eux-mêmes plus allemands qu'ils ne l'auraient cru, plus français qu'ils ne l'auraient cru, et en même temps, le fait d'être si français que ça impliquait de la relation qui pouvait être tendue, admirative, hostile. Et, et alors, du coup, là, quand je disais que l'identité implique de la relation, c'est il s'agissait de concrétiser cela. Et c'est ça le bénéfice de ces stages. J'en ai fait une trentaine. J'ai acquis, en somme, une compétence légère en psychologie sociale parce que j'étais très partant pour ces expériences en tant que germaniste, en tant que philosophe et en tant que français patriote. Et dans les groupes que j'ai en partie, non pas dirigé, mais animé, enfin j'étais un peu à l'origine des choses, parce que je choisissais mes teamers. Et je voulais une équipe où, effectivement, notamment les Allemands aient une compétence que je n'avais pas. Autrement, c'est pas la peine de Vous faire avez essayé de travailler l'hétérogénéité du groupe, en fait. ben voilà, c'était ça qui était intéressant, c'était de voir comment des gens arrivent avec on s'imagine une identité, en fait leur identité est plurielle comme l'est la nôtre. Et dans la relation, on découvrait l'autre, mais on se découvrait tout autant. Je me suis découvert euh, plus nationaliste que je ne l'aurais cru. Alors évidemment, c'était un débat avec les Allemands, parce que à ce moment-là, les Allemands étaient très internationalistes. J'ai fait des groupes où les collègues allemands considéraient que le patriotisme, c'était l'idée du post-national. On est dans le post-national. Oui, vous y consacrez tout un chapitre sur le national, justement, avec d'ailleurs cette idée que j'ai trouvée tout à fait intéressante que euh, prétendant dépasser le nationalisme, en fait, les Allemands euh, étaient en train d'incarner un autre trait national. Et comme d'habitude, il s'agissait, comme d'habitude, vous me pardonnerez, moi j'ai beaucoup de mal à me débarrasser des stéréotypes. Comme d'habitude, il s'agissait d'être en compétition avec les Français et d'expliquer, bien sûr, que les Allemands avaient mieux compris comment ça marche. Il semblerait qu'on puisse soupçonner les prodromes d'une telle évolution dans les formes mêmes que prend le dit tabou, la dénégation du national. On sait que vu de France, une fois plus, je lis un texte qui a été écrit en 1989. On sait que vu de France, les Verts allemands peuvent apparaître comme des nationalistes inavoués. Ainsi en ferait foi leur agressivité presque sélective à l'encontre de la politique nucléaire de la France, alors que celle des États-Unis ou de l'URSS, incomparablement plus massive, semble moins les inquiéter. De même, l'importance que prend outre-Rhin le mouvement de la paix fait figure, certes, de démenti infligé au nationalisme d'antan dans sa version militante et militaire. Mais en même temps, on peut y voir un retour du nationalisme refoulé. La contestation de la rivalité Est-Ouest prend alors la valeur d'un pacifisme permettant à l'Allemagne de recouvrer son innocence et de se singulariser comme bon élève, pouvant donner aux autres nations, et notamment à la France, des leçons de morale politique. Voilà. Je me suis dit, voilà, effectivement, tous ceux qui prétendent dépasser le stéréotype et dépasser ce qui est censé faire naître le conflit et donc en fait ne font que reproduire à un autre niveau une structure conflictuelle. Oui, et c'est un refoulé. Et comme l'indique Freud, le refoulé à un moment fait retour, et le retour du refoulé est violent. Alors, pour prendre pour poursuivre cet exemple, ce passage que j'aime bien dans mon propre livre, évidemment,
mais qui, si je le cite, c'est moins par vanité que Non, pour... mais c'est moi qui le cite. Non, et notamment, alors je disais, dans certains groupes, moi j'étais patriote, et certains Français l'étaient aussi. Et les Allemands avaient tendance à nous dire, oh mais vous êtes dépassés, vous êtes encore nationaliste, c'est dépassé, patriote, c'est dépassé, on est dans le post-national. Et, et alors, effectivement, dire ça, ça voulait dire en réalité qu'ils se mettaient dans une position de supériorité par rapport à nous. C'était la dénégation de l'identité nationale aboutissait à une affirmation d'une identité prétendument post-nationale. Mais qui Et n'était porté, comme par hasard, que par les Allemands. c'était leur position. Les Français avaient d'autres. Là, je prends cet exemple-là. Et surtout, je voulais donner un exemple, c'est le paradoxe du menteur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas nationaux, nous sommes post-nationaux, nous les Allemands, alors que vous, les Français, vous êtes encore dans le national. Et alors, en même temps, comme c'était une sorte d'affirmation de leur identité, finalement quand même nationale, ça me faisait penser au paradoxe du menteur de l'Antiquité. Le menteur dit je mens. Mais si il ment en disant je mens, il dit la vérité. Mais s'il dit la vérité alors en disant je mens, c'est qu'il ment. Et alors, c'est intéressant parce que c'était un paradoxe logique infini. Le menteur dit je mens, du coup, il dit la vérité, donc il ment, etc., etc. Alors, il y avait quelque chose d'un peu analogue. Euh, alors, moi, je me suis plus intéressé aux Allemands qu'aux Français parce que c'était l'autre et que, en même temps, le germaniste que j'avais été faisait que je trouvais bien de confronter mon savoir, ma culture professionnelle, etc., à la réalité des individus allemands qui étaient dans les groupes. Mais ce que j'ai indiqué, j'y reviens, c'est que ça correspondait à une époque. Il n'est pas certain que si on faisait les mêmes groupes maintenant, on aurait les mêmes tensions interculturelles et la même parité linguistique. L'idée de gérer la différence linguistique, donc la différence culturelle. Alors, avant de poursuivre, nous allons écouter un petit bobino et ensuite on va attaquer le dur de la question. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Dans cette communication interculturelle, il y a l'idée, comme vous l'avez dit, que en fait toutes les cultures sont en réseau. Donc il y a des points nodaux qui sont l'identité de tel endroit, de tel territoire, de tel groupe ethnique, de telle profession. Et à chaque fois, cette profession est en réseau avec les autres professions, ce territoire est en réseau avec les autres territoires. Mais il y a le point nodal qui est vraiment le constitue lui. Et en même temps, paradoxe. On ne peut pas dire que ce soit fixé, c'est-à-dire la culture française, c'est à la fois du stock et du flux, c'est-à-dire il y a des choses qui nous constituent maintenant et qui viennent de loin, la mémoire de Philippe Auguste et le bœuf bourguignon, il y a des choses qui sont en train de nous constituer, dont on ne sait pas si elles vont durer, la politique menée par Emmanuel Macron, et donc voilà, et une partie du stock est peu à peu détruit par le flux, et le flux lui-même ne sédimente pas forcément. Comment est-ce que l'interculturalité rend compte de cette identité à la fois fixe et fluide ? Alors, j'avais introduit la différence entre interculturel et multiculturel. Et on a tendance actuellement à privilégier le multiculturel, c'est-à-dire que l'espace politique est occupé par plusieurs communautés qui ont leur culture. Et alors, c'est un petit peu le modèle américain, c'est-à-dire euh,
les gens vivent dans leur langue et leur culture. Et alors, mais ça ne fait pas nation, ça ne fait pas un espace politique. Et c'est la version pauvre et destructive de l'interculturel. L'interculturel, c'est quand la rencontre avec l'autre entraîne de part et d'autre une connaissance de ces différences. Et alors, je sais que l'interculturel était très à la mode il y a 20 ou 30 ans dans le milieu universitaire que je fréquentais. Et alors, c'était en quelque sorte le fanion pour défendre, pour faire un plaidoyer pour l'immigration et pour défendre ces pauvres immigrés qui étaient effectivement victimes. Et alors, et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il parlait d'interculturel sans rien savoir de la culture des gens qu'il prétendait défendre. Et c'est resté en partie maintenant le cas, où la défense des communautés immigrées, et même des communautés en général, est faite par certains à partir d'une méconnaissance complète de l'altérité de ce qu'ils prétendent défendre. Et alors, j'ai parlé à cette occasion longtemps pour la traduction, pour l'interculturel, d'une haltérophilie. C'est-à-dire, alter, c'est autre, et philie, c'est comme il y a la pédophilie, la zoophilie, c'est une maladie, c'est une pathologie. Et donc, l'haltérophilie. Entre-temps, j'ai vu que un jeune philosophe qui est en même temps journaliste de grande qualité, Paoli, je ne sais plus son prénom, emploie aussi le terme. Voilà. Donc je dis ça parce que... François Paoli, je pense. François, quelqu'un de très intelligent, très intéressant. Et alors, l'idée, c'est que l'interculturel, d'abord, suppose qu'on s'assume comme étant ce que l'on est, d'abord, et non pas dans le déni de ce qu'on est, et le déni, la dénégation de l'altérité de l'autre. Pour qu'il y ait de l'interculturel et de la rencontre réelle, il faut d'abord que je m'assume comme étant ce que je suis, avec ses plus et ses moins, pour autant que j'en prenne conscience, et qu'ensuite je fasse un pas vers la compréhension de l'altérité de l'autre. Je ferai un peu... Qui en fait, on lui reconnaît une qualité qu'on n'a pas, une saveur qu'on n'a pas. Il ne s'agit pas de dire qu'il est plus ou moins, c'est juste qu'il a une couleur qui n'est pas la mienne, une saveur qui n'est pas la mienne. Enfin, voilà, on peut adopter le registre gastronomique, qui d'ailleurs est un vrai sujet d'interculturalité sur la choucroute alsacienne et la choucroute bavaroise. Oui, alsacienne surtout. Oui, voilà. La choucroute, c'est l'Alsace. Voilà, mais donc on n'a pas la même manière de cuire la viande, on n'a pas la même manière d'utiliser le sel et le poivre, et voilà, on ne peut pas dire. Enfin, si, son goût peut nous porter, notre goût peut nous porter ici ou là, mais voilà, il n'y a pas une recette en soi où le pâté de viande est forcément inférieur au bourguignon et le bourguignon lui-même supérieur ou inférieur à un cuisseau de chevreuil. Voilà, c'est différent. Une des faiblesses de ces intellectuels que je fréquentais, qui étaient pour l'interculturel, pour l'immigration, l'idée, c'est ils sont comme nous. Mais non, ils ne sont pas comme nous. Sinon, ce n'est pas de l'interculturel, ce n'est pas intéressant si c'est les mêmes que nous. C'est de l'impérialisme. Il y a un déni de l'identité culturelle dans l'interculturel qui fait que, en réalité, on rabat tout sur de la différence sociologique, socio-économique. Ce n'est pas qu'ils sont différents de nous, c'est qu'ils sont exploités. Ils peuvent être exploités, des Français aussi peuvent être exploités, c'est très différent. J'aime bien citer une phrase d'un spécialiste, les noms propres, vous allez reconnaître. Il faudrait que les gens arrêtent de croire que les Africains sont des Blancs, sont des gens comme nous, pauvres et à peau noire. Que c'est des gens comme nous, mais qui ont la peau noire, qui sont pauvres. En réalité, non. Et c'est, comment il s'appelle cet historien Chonu Non, un historien qui... L'Afrique réelle... Bernard Lugan. L'immense Bernard Lugan, et qui, lui, sait ce que c'est que l'Afrique et les Afriques. Et donc, c'est ça qui
c'est ça qui est un des objets du travail interculturel. Ça va être d'abord de déconstruire les illusions, déconstruire l'idée qu'on invoque l'interculturel mais qu'on le nie. Et par ailleurs, alors, moi, dans les groupes que j'ai animés, je plaidais pour que les Français prennent conscience d'eux-mêmes. Parce qu'autrement, il y a l'idéalisme, oh ben, on est tous des amis, tout va Oui, bien. il y a cette espèce d'universalisme républicain et on sent dans votre livre qu'il y a toujours cette espèce de pseudo-courtoisie qui consiste à se nier soi-même pour mieux accueillir l'autre. Voilà, donc si jamais on a l'impression que l'autre se sent supérieur sur tel ou tel point, on le rassure sur sa supériorité. Si on croit qu'il se sent inférieur, on lui explique que pas du tout, il a le même degré de cette qualité-ci. Et surtout, à chaque fois, il s'agit de disparaître. Et là, c'est là où on peut faire un pont avec la traduction, avec notamment vos ennemis favoris, qui sont vos ennemis comment dire, Théorique. dans la théorie, mais qui étaient vos amis dans la pratique. Je parle d'Antoine Bermond et Henri Méchanic, qui étaient tellement désireux de bien témoigner à l'autre qu'ils avaient une valeur incommensurable par rapport aux Français, qu'ils en arrivaient à ne pas traduire l'allemand ou à le traduire d'une manière si allemande qu'on avait l'impression de dire de l'allemand et pas du français, et inversement. Ainsi, le regretté Antoine Bermond instruisait-il le procès des traductions ciblistes, c'est-à-dire celles qui essayent de rendre compte l'idée dans la meilleure des langues possibles, qui est la langue dans laquelle on restitue la traduction, c'est-à-dire si je traduis de l'allemand au français, l'allemand est la langue source et le français la langue cible, en les qualifiant de traductions ethnocentriques, dont il diagnostiquait un narcissisme et un fantasme de pureté identitaire. C'est-à-dire, si je traduis en bon français, c'est que je suis sans doute un salaud de français nationaliste, alors que si je traduis en mauvais français qui sent bien son allemand, là, au moins, j'ai fait amende honorable et j'ai rendu à l'allemand les devoirs qu'on doit rendre à l'allemand. Et donc, le pratique annexionniste de la traduction, comme dit Méchanic. Donc, et on voit bien que dans cette interculturalité, ceux qui prisent l'immigration, ceux qui prisent l'autre, ceux qui ont le culte de l'autre et même ceux qui vont jusqu'à être atteints d'haltérophilie, en fait, sont pour la dissolution de toutes les identités. Et au bout du compte, comme vous le disiez, c'est un refoulé. Quand je veux dissoudre n'importe quelle identité, c'est surtout la mienne que je mets en avant. Voilà. Et c'est surtout la mienne que je mets en avant pour la détruire. C'est ça le paradoxe. Je m'offre comme cible. Voilà. Je veux que les Africains renoncent à leur détestation de l'homosexualité pour adopter ma pensée d'homme blanc occidental sur l'homosexualité. Je veux qu'ils renoncent à leur nationalisme pour adopter ma posture prétendument universaliste, d'européen fédéraliste. Et donc, et à chaque fois, en fait, je nie l'autre pour adopter ce qui me détruit moi-même généralement. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Macron a envoyé au Cameroun un ambassadeur pour faire l'éloge de la Gay Pride. Et les Camerounais l'ont viré. Encore une fois, les Africains ne sont pas des Européens pauvres à peau noire. Ils sont eux-mêmes, et ils sont même pas africains, ça suffit pas. Il y a des Afriques, comme il y a des Allemagnes. C'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire, on part d'un stéréotype, il y a cette médiation dans ces rencontres interculturelles, c'est-à-dire ces stéréotypes collectifs, en fait, sont incarnés à un moment donné dans la rencontre par des corps bien précis. C'était pas la France qui rencontrait l'Allemagne, c'était Jean-René L'Admiral qui rencontrait Helmut Schmidt, enfin, sauf que c'était pas lui. C'était des groupes de Français et d'Allemands qui se rencontraient, qui étaient en partie la France et l'Allemagne, mais qui l'étaient sur un mode concret et d'abord personnel, incarné, et du coup, on découvrait en soi et chez l'autre des choses qui n'étaient pas apparues. Et il y avait une sorte de psychanalyse relationnelle de soi-même et du rapport à l'autre. Et c'est ça, je dirais, le bénéfice de cette recherche que vous m'aidez à expliciter, comme j'aurais dû le faire peut-être plus clairement dans le livre. Mais quand on fait un livre, d'ailleurs, j'avais beaucoup travaillé sur l'interculturel dans le cadre franco-allemand. Et donc, j'ai fait ce livre en disant, bon, je fais un livre, je clôt le chapitre.
Et en réalité, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'en réalité, on croit clore un chapitre, on l'ouvre encore plus. Et alors, mais j'ai pas été plus loin parce que j'étais accaparé par d'autres travaux, notamment la traduction, et que je veux marquer bien la différence. Et j'ai enseigné à l'ISIT, qui était avant l'Institut supérieur d'interprétation et de traduction, qui est la grande école de traduction française. En France, il y avait deux grandes écoles. Il y avait l'ESIT, l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs, qui dépendent de l'Université de Paris 3. Et puis l'ISIT, qui était la petite sœur, ou plutôt l'ESIT était la grande sœur, qui dépendait de l'Institut catholique. Et moi, j'intervenais dans ce cadre-là, et je suis intervenu jusqu'à la fin, pour ainsi dire. Et une nouvelle directrice est arrivée, qui était formidable, que j'aimais beaucoup, qui d'ailleurs avait fait des études de philo quand elle était jeune à Toulouse, et donc elle était surprise de trouver un admiral qu'elle connaissait par les études de philo. Et on lui a dit, mais c'est le même. Ah bon? Mais surtout, elle a voulu moderniser l'école en faisant Institut de management et de communication interculturelle. Alors linguistiquement, c'est intéressant parce que interculturel est au masculin pluriel, puisque ça s'applique à management et à communication. Et alors d'où cette espèce de tentation de rabattre la traduction sur l'interculturel, ou plutôt de draper la traduction, qui est un métier, qui est une pratique, sur ce drapeau philosophique, politique, pour ainsi dire, plus ambitieux et plus valorisé. Alors effectivement, en traduction, il y a une dimension interculturelle, c'est bien clair. Une langue est plus qu'une langue. Une langue, c'est un moyen de communication linguistique, mais il y a aussi ce que j'ai appelé la périlangue, c'est-à-dire que quand je parle une langue, je véhicule des implicites culturels, politiques, situationnels. Je prends toujours un exemple, c'est quand vous lisez un roman policier, mettons américain, il est question de la rivière. La rivière. En fait, c'est the river, et the river, c'est le fleuve, par exemple le Hudson ou le Saint-Laurent. Et alors, on traduit la rivière, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas que derrière un mot aussi simple, ça renvoie pas seulement à de l'interculturel, mais à un environnement social et historique. Et c'est toujours le cas, c'est souvent le cas, beaucoup de mots de la langue véhiculent pas seulement de la culture, aussi du référentiel, c'est-à-dire de l'expérience. Je vais me permettre de vous citer. La périlangue désigne le fait que certains savoirs culturels se sont pour ainsi dire sédimentés dans la langue et qu'ils en sont de facto inséparables dans l'usage qui est fait de cette langue en contexte. Je pose en principe qu'on ne traduit pas seulement une langue source d'une langue source à une langue cible, mais d'une langue culture à une autre. Et effectivement, et vous dites d'ailleurs, il faudrait presque qu'il y ait des dictionnaires de périlangue, c'est-à-dire où les dictionnaires culturels s'attacheraient en outre à débusquer les sous-entendus et à en fournir la clarification explicite en les resituant dans la culture dont ils proviennent. Et c'était tout l'enjeu de ces séminaires, de ces stages auxquels vous participiez, c'est-à-dire dans une parole, en fait, on voyait brusquement surgir en fait toute la culture allemande et aussi toute la discipline. Une partie de la culture allemande, une partie de la discipline du locuteur, quand même vous ne parliez ni d'éthologie, ni de zoologie, ni de géologie, mais voilà, il y avait évidemment ce que la personne charrie personnellement et culturellement, collectivement, dans sa parole. Dans la relation, c'est comme dans un iceberg. On avait une relation évidente, mais dès qu'on travaillait un petit peu, il y avait toute la partie émergée qui apparaissait chez l'autre, mais qui m'apparaissait aussi à moi, me concernant. Et parce que l'idée, c'est que nous avons une identité française dans le meilleur des cas, c'est votre cas, Richard de Sèze, et à moi, René Admiral. Elle est de plus en plus vacillante dans les jeunes générations, et dans les gens qui sont aliénés par les médias. Mais même si, aussi bien vous que moi, et beaucoup de gens à Radio Courtoisie, ont une identité française assumée et qu'ils défendent, en réalité, nous n'en mesurons les différents aspects que dans une relation.
Parce que si je dis mais t'es français, et alors c'est quoi d'être français? Alors on cherche, alors on dit souvent, les Français sont cartésiens. Mais ça veut pas, enfin, c'est contestable d'abord, ce pauvre Descartes. Alors, moi je dis, ils sont cartésiens non pas au sens où ils sont rationnels, mais au sens où ils pratiquent le dualisme. C'est-à-dire quand il y a un problème, quand il y a un problème, on dit, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Alors que les Allemands sont dans la tentative de synthèse. Mais très souvent, nous disons il y a deux aspects. Et d'ailleurs, une fois au Québec, un ami qui était plus jeune, qui était un espoir de la traductologie au Québec, Robert Larose, et il m'aimait bien, on s'aimait bien, j'étais à Montréal, j'allais souvent à Montréal. Il me dit, Jean-René, toi, t'es comme un flic, t'arrives et tu vois tout de suite ce qui ne va pas. Et ça, c'était le bénéfice de la philo, mais aussi de cette position cartésienne qui consiste à distinguer. Et alors, en même temps, certains diraient c'est l'évidence. Non, parce que l'évidence, je dis ça parce que c'était un débat que j'ai avec l'abbé Guillaume Danois, qui disait l'évidence. Sauf que le concept d'évidence est très polysémique. C'est pour ça que je dirais, il y a une volonté de rationalité affichée, mais affichée seulement, et en revanche, il y a cette capacité, cette volonté de distinguer. Et si on devait définir l'identité française, je dirais c'est la volonté classique de distinction. Et justement, les Allemands, c'est les Allemands, les Français, c'est les Français. Les Africains, c'est des Africains, et nous, on est des Français. Et c'est ça qui se perd. C'est ça qui se perd parce que, deux choses, d'abord, nous ne passons pas notre temps à nous interroger sur notre appartenance à la France. On a des travaux, des choses à faire dans la vie, il faut s'occuper de la plomberie, de la voiture, que sais-je, aller à l'hôpital, vendre des trucs. Mais c'est dans les expériences concrètes qu'on le découvre. Et actuellement, dans les entreprises, ils essayent beaucoup d'insister là-dessus parce que quand on veut vendre un produit à l'étranger, il faut savoir avec qui on cause. Alors souvent, les Français, ils pensaient qu'il suffisait de faire un truc en anglais. Mais non, en espagnol, il faut leur parler espagnol. Les Chinois, il faut leur parler chinois. Et donc maintenant, les gens apprennent le chinois, apprennent le japonais. D'ailleurs, ils apprennent surtout à boire comme un japonais, voilà, à parler du beau temps comme un japonais. Et à prendre le rythme de négociation qui s'impose. C'est-à-dire, la négociation prend du temps et il y a des médiations. Et ça on ne sait pas tout de suite. Et alors, par exemple, en France, il y a une dictature des écoles d'élite, si tant est qu'elles soient encore d'élite, qui sont Sciences Po, si on veut encore, enfin, ou bien les écoles de commerce, l'ENA. Donc, on a des gens qui sortent, qui savent tout. Mais ils savent rien. Mais ils ont l'idée qu'ils savent. Et alors qu'il faut simplement se confronter au terrain. Et c'est pour ça que les Français ne sont pas des bons vendeurs. Parce que pour vendre, il faut s'intéresser aux clients. C'est ce que disait Peugeot, le patron de Peugeot, je ne sais plus à qui disait, mais quel est le plus important? Il disait, quel est le plus important? Et le gars répondait, ben c'est l'ingénieur, non. Et ben c'est je sais pas, c'est la direction, non. Et Peugeot disait, le plus important, c'est le client. C'est-à-dire qu'on fait des voitures, on fait des choses pour des gens. Et je cite toujours un exemple, j'étais dans un colloque international, et je sympathisais avec différentes personnes, j'aimais bien, et notamment avec un Israélien qui fait son topo en anglais. Et après, il vient me voir, il dit « Did you enjoy my paper? Est-ce que vous avez aimé mon papier ?» Je dis « Yes, it was very stimulating », c'est ce qu'on dit. Mais j'avais envie, la vraie réponse que j'avais en tête, c'est « I don't give a paper, I speak to people ». Je ne donne pas un papier, moi je parle à des gens. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais souvent invité. Je dirais que
la traduction est mon agence de voyage. Hein. Ça m'a permis d'aller au Canada, aux États-Unis, en Suède, en Norvège, au Maroc, en Algérie, au Liban, enfin, en Chine, à Séoul, c'est là. C'est quoi Séoul? En Corée, je pense. La Corée, oui. D'accord. Mais vous voyez, les noms propres m'échappent. Et tout ça pour dire que, sans l'avoir voulu, sans en faire une théorie, par simple désir d'être compris et apprécié, j'ai acquis de facto, sans une formation particulière, mais par attention aux réactions que suscitait mon discours, je suis un vendeur de mon discours. Alors que certains qui sont très très bien, qui sont très forts dans la discipline, tenaient des discours, qui lisaient un papier déjà, un papier, alors que ce qu'il fallait, c'était voir les gens, comment ils réagissent, d'abord savoir à qui on cause, mais en même temps, comment ils réagissent. Et moi, je me rappelle... Et intégrer cette réaction à la poursuite du discours. Voilà, et l'intégrer de telle sorte que quand je parle en public, ce soit cette sensibilité, j'ai cette sensibilité quelque part. C'était, pour reprendre un jargon, mais qui veut bien dire ce que c'est-à-dire que ça n'est pas affiché, ça n'est pas forcément toujours conscient, mais c'est intégré dans ma façon de parler, dans ma façon. Mais les vendeurs, c'est ce qu'ils savent. Alors, évidemment, les vendeurs, ils vont beaucoup plus loin parce qu'en même temps, leur attention aux clients parfois rejoint la supercherie et la manipulation, mais pas toujours. Moi qui ai beaucoup vendu, vendu dans ma vie, ce que je trouve fascinant, c'est le moment où on a des techniques de vente comme tout le monde, c'est-à-dire effectivement, il faut qu'on soit presque un miroir, qu'on rassure la personne en étant comme elle à un moment donné. Au début de la vente, on lui dit une phrase dans laquelle on glisse un chiffre, une date, un fait qui prouve qu'on le connaît, et donc, bref, on rassure. Mais il y a ce côté un peu exaltant, en fait, de la conviction et du moment où ce qu'on a à vendre, évidemment, on est convaincu que c'est raisonnablement bon, ou en tout cas que ce n'est pas nocif, enfin quand on est un vendeur normal, et qu'on va arriver à convaincre l'autre que cet objet, ce projet qu'on lui vend est un lieu de réunion, en fait, qu'on a bâti quelque chose dans cet acte de vente, et c'est ça qui est amusant. C'est pas juste le fait d'avoir aligné 50K à la fin de la négociation pour les petites affaires dont je m'occupais, ou 500 millions pour celles dont Xavier Niel traite. C'est le fait d'avoir réussi, en fait, à faire en sorte qu'il y ait une véritable rencontre, et que ce quelque chose d'un peu désincarné qui est ma présentation, mon devis et mon planning deviennent un objet réel par le seul fait que quelqu'un y adhère, et que même chose, c'est-à-dire la demande qui motivait que je fournisse un devis et un projet, eh bien, elle se concrétise déjà par le fait qu'on ait réussi à faire affaire. C'était quelque chose de tout à fait nécessaire et gratifiant. Voilà, et donc vous vendiez des produits, moi j'ai vendu l'Admiral. Vous le vendez très bien, Jean-René. Il y a quelque chose qui, me semble-t-il, n'existe pas dans le livre, et en fait, auquel j'ai réfléchi en lisant et en terminant de le lire, qui est les techniques du corps. Oui. Voilà, donc c'est Marcel Mauss qui explique ce que sont que les techniques du corps. Et en fait, pourquoi est-ce que récemment, je relisais un grand livre de Laurence Willy, un professeur de culture française qui s'était installé en 1950-51 dans un village dans le Vaucluse, à Roussillon précisément, et qui a raconté, dans un livre qui est paru dans une traduction française en 68, son expérience de vie dans un village français. Donc là, c'était quelque chose de purement interculturel. Je le relisais parce qu'il y a un grand texte sur la pétanque. Et donc, quand un Américain se mêle d'expliquer une partie de pétanque à un autre Américain, c'est pas du tout ce qu'on vit nous. Et là, je me suis dit, mais c'est un exemple d'interculturalité parfaite, parce que nous, on arrive, on joue à la pétanque, et bien voilà, c'est fini, et on passe à autre chose. Et lui, mais il y en a des pages et des pages. On sent parce que
Chez nous, c'est de l'implicite. Voilà. Et lui, il a fait sortir. Et lui, il a fallu qu'il rentre dans la compréhension du jeu, des interactions, du fait que tout le monde a l'air passionné, mais qu'une fois que la partie est finie, tout le monde s'en fiche. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, pas du tout. On prolonge. Et il a écrit ensuite un second livre qui s'appelle, enfin, il en a écrit plusieurs, un second livre qui s'appelle Beau Geste, en français, et au pluriel, et qui était tous les codes des Français, c'est-à-dire pour dire d'accord, pas d'accord, attention, fais gaffe. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle Fais gaffe, avec aussi bref, ces gestes, ces mimiques qui permettent de structurer le discours et qui, là aussi, sont une espèce de culture implicite de technique du corps, sauf que les étrangers n'ont pas du tout la même manière de compter sur leurs doigts, la même manière de dire tout ça, ça ne vaut rien, ou au contraire, ce que vous venez de dire est particulièrement intéressant. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, il a offert son bouquin à Valéry Giscard d'Estaing, qui lui a fait répondre que ce livre sur la communication des sourds et muets était très intéressant. Donc, évidemment, il n'avait absolument pas compris toutes ces photos silencieuses avec quelques mots en dessous. Il a dû croire que c'était une espèce de nouveau langage des signes. Oui, c'est normal qu'il n'ait pas fait, mais il n'avait pas des collaborateurs qui étaient au niveau. Non, voilà. On vient enfin de comprendre pourquoi ce septennat a été une catastrophe. Et donc voilà, dans cette communication interculturelle, j'ai l'impression que le corps, les techniques du corps sont assez peu explorées. Tout à fait, vous avez raison, parce que je me suis placé dans une perspective, d'abord dans cette recherche dynamique du groupe, où nous avions un rapport très langagier, très parolique. Alors effectivement, là, il y avait du corps, au sens où, dans la façon de s'exprimer, de parler à l'autre, c'était pas un langage désincarné, c'était un tel parle. Et alors effectivement, il y avait ce qu'on le linguiste appelle la proxémique, c'est-à-dire dans ma façon de parler, dans ma façon d'entendre, j'entends aussi le corps de mon propre corps passe sans que je l'affiche et je vois le corps de l'autre. Je le perçois, mais ça restait limité et circonstancié au langage. C'est la proxémique du langage qui était en cause. Et puis dans la deuxième partie du livre, j'insiste surtout sur le retour du national. Pour moi, c'était important. À un moment où, quand j'étais jeune, même en France, on n'en parlait pas trop. Maintenant, si. Mais quand j'ai fait les premières animations, j'insistais sur le fait que les groupes, ils étaient bilingues et binationaux, interculturels parce que binationaux. Et alors effectivement, cela dit, le corps dans les stages intervenait puisque c'était des jeunes de 20 à 30 ans, de 18 à 20, et que c'était mixte, que le stage était résidentiel, qu'on était dans des espaces, des bungalows, et que donc nécessairement un certain nombre d'idylles se nouaient, et ce qui n'était pas désagréable, mais pas toujours facile, puisque, comme je dis toujours, l'amour reste la grande affaire de notre vie, mais ce n'est pas tous les jours dimanche. Tout à fait. On part du stéréotype, on le déconstruit, on s'aperçoit en déconstruisant le stéréotype, l'hétéro-stéréotype, c'est-à-dire celui qu'on a, l'hétéro-image, celle qu'on a de l'autre, qu'il y a nos auto-images qui se déconstruisent au fur et à mesure. On est obligé de réévaluer. Déconstruire, peut-être pas, mais approfondir, voilà. Moi, enrichir, j'aurais dit affiner. Affiner, comme c'est vous le dites, mot. Avec Bernard Lugan, on comprend qu'il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques. Dans ces stages, il n'y avait pas une Allemagne, mais des Allemagnes. D'ailleurs, ce que les Allemands eux-mêmes disaient, ils mettaient en scène quelque chose de plus riche. Et on voit bien que quand on dit la France, on dit quelque chose, mais que si on dit Bourgogne, Bretagne et Aquitaine, on parle du même territoire, mais en l'affinant. Et ça aussi, c'était l'un des apports de la communication interculturelle, c'est cette manière dont le stéréotype devient une vérité à plusieurs étages, un peu comme une caisse à outils qu'on déplie, et on se rend compte qu'elle occupe beaucoup plus d'espace une fois dépliée que lorsqu'elle a été refermée. Mais on ne remet pas en fait en cause le préjugé lui-même. Au contraire, on finit par avoir une collection de meilleurs préjugés, si j'ose dire. Oui, enfin,
Enfin, de meilleurs postes jugés, d'ailleurs. Voilà, on en relativise le caractère dogmatique, mais on le fait travailler pour l'approfondir, avoir un accès à l'autre, et en même temps, comme l'accès à l'autre, c'est un rapport à moi en creux. Et effectivement, l'idée, c'est d'approfondir et d'affiner la conscience de soi et le rapport à l'autre. Et moi, je trouvais que les deux étaient très importants. Je dois à ces stages d'avoir pris une conscience beaucoup plus aiguë de la réalité de mon identité nationale, qui était une conviction, mais qui, entre-temps, s'est affinée au sens où j'ai réintégré ma connaissance de la France plurielle, hein, puisque moi je suis parisien, normand, j'ai une alliance avec l'Alsace et le Sud-Ouest. Et j'aime bien attraper les accents et j'aime bien peut-être une blague alsacienne. Mais oui, avec plaisir. Hein, voilà, alors c'est Wie geht's? Alors en allemand c'est Wie geht's? Comment vas-tu? Hein, en alsacien c'est Wie geht's? Bon. Et l'autre, bon, Auf zwei Beine wie ein halber Hund. Alors comment vas-tu? Sur deux jambes comme un demi-chien. Ben, j'adore cette blague alsacienne. Et alors, elle passe très bien en français. Wie geht's? Auf zwei Beine wie ein halber Hund. Comment vas-tu? Ben, sur deux jambes comme un demi-chien. Ben, alors, bon, ça m'enchante. Parce qu'il y a un humour alsacien. Il y a un humour alsacien qui est méconnu. Parce qu'effectivement, les gens, il n'y a pas de raison. On a un préjugé sur l'Alsace. On pense que c'est des Spoons, quoi. Enfin, alors que pas du tout. Et puis la langue est musicale. Hein. On ne sait pas ça. Et alors, effectivement, c'est dans la rencontre. Moi aussi, j'ai connu l'Alsace tardivement. Il se trouve que ma marraine, mini-marraine, était de Strasbourg. Mais tout ça, je l'ai découvert plus tardivement parce que il vivait à Paris, etc. Et alors, l'approfondissement de l'identité française, passant par la pluralité des identités dont elle se soutient. Voilà, dont elle se soutient, non pas qu'elle... Alors, les régionalistes l'opposent, non. Un bon breton est un bon français, enfin, les meilleurs. Et moi, je sais que j'adore j'adore. J'ai fréquenté le Sud-Ouest, la Normandie et l'Alsace. Un peu le Sud-Est, mais je connais moins. Mais cette spécificité des gens du Sud-Ouest, des Alsaciens, des Normands, qui d'ailleurs ne se découvre pas tout de suite parce que dans la relation, on affiche d'abord une syntaxe commune, qui est celle de la francité normale. Et c'est au fur et à mesure que la relation s'affine, qu'il y ait de la tension ou pas, qu'à ce moment-là, on découvre l'altérité, pas de l'autre, puisque c'est pas les Normands, c'est pas des autres, d'autant que moi, je suis né à Lisieux. Et d'ailleurs, quand j'avais remis à mon bon maître Ferdinand Alquier mon manuscrit de la traduction de Kant pour le Kant de la Pléiade, il nous a dit, chers amis, nous allons prendre le champagne. Il fait venir sa femme, et champagne, mais on n'avait pas grand-chose à se dire avec cette femme, et enfin, qui était charmante par ailleurs. Et alors, j'ai dit que elle me dit qu'elle était normande, j'ai dit, moi je suis né à Lisieux. Elle se tourne et m'a dit, oh, un petit Sainte-Thérèse. Et donc, depuis, ça m'enchante d'être un petit Sainte-Thérèse, alors que je venais d'amener un pavé pour une Pléiade de Kant. Mais ça veut dire que même quand on fait du Kant, quand on enseigne la philosophie, on reste un petit Sainte-Thérèse. Et comme je l'ai indiqué, je fais une émission récente que je ne veux pas trop me répéter avec la Bête-Tanoine qui m'a interrogé sur moi comme je vous ai interrogé sur vous, puisque j'annonce aux auditeurs que le 4 août, de 10 à 11, mon émission portera pour titre « Une heure avec Richard de Sèze. Richard de Sèze. Oui, les noms propres m'échappent, c'est absurde.
Retenez, chers auditeurs, que c'est surtout 1 heure avec, et 1 heure avec Jean-René l'Admiral, parce que voilà, il a été évidemment très gentil et m'a posé les questions les plus choisies. Jean-René, plus on parle d'interculturalité, plus on voit bien que cette capacité à rencontrer l'autre ne se fait qu'à condition d'être à peu près certain de son identité. Que D'abord. l'un des meilleurs fruits, c'est que cette identité, on en est plus conscient et du coup, elle devient plus chatoyante, plus compliquée, toujours organiquement organisée. Donc, c'est pas une série de lamelles de verre avec chacune sa goutte qu'on analyse. Et on a presque l'impression que plus on dialogue, plus on a conscience de soi, et mieux on a conscience de soi, plus on est capable de dialoguer. Et qu'au contraire de cette volonté d'aujourd'hui qui consiste à dire je dois m'oublier moi-même pour être capable de véritablement accueillir l'autre. Ah, ça, c'est l'horreur. Hein. C'est-à-dire que le rapport à l'autre comme fuite de soi. Et ça, c'est une pathologie moderne. C'est une pathologie de la modernité et qui nous est enseignée, qui nous est imposée par les médias, par l'éducation. C'est l'idéologie dominante. Et l'Europe, et alors, et même enfin pas tout, mais une partie importante de la superstructure étatique, c'est-à-dire les médias, c'est l'éducation nationale que j'appelle souvent la déséducation antinationale, et puis même des instances comme la magistrature, et beaucoup de gens qui ont un certain rôle, pour eux, la dénégation de l'identité est la condition pour être moderne et ouvert au monde. Or, c'est le contraire, exactement. La fuite de soi, c'est aussi la méconnaissance de l'autre. Hein. Je donnais les exemples de ceux pour qui l'interculturel était une tarte à la crème et qui, en réalité, ne connaissaient pas l'altérité culturelle de ceux dont ils chantaient les louanges et qu'ils prétendaient aider. Et ça, c'est un travail. Et c'est pour ça que quand vous me posiez la question, j'étais un peu embarrassé pour y répondre, que retirez-vous de cette recherche qui a duré une petite dizaine d'années? J'ai dû faire encore une fois une trentaine de stages. Et dans le livre, dans la communication interculturelle, le premier chapitre, la dynamique des groupes bilingues, fait à peu près 80 pages. Et c'est pas seulement... Peut-être le titre dynamique du groupe bilingue est trop restrictif, mais peut-être je l'ai adopté parce que c'était nouveau, parce que je voulais que le côté nouveau de la recherche apparaisse. Et ça, c'est un effet de la jeunesse. Quand on fait un travail de chercheur, il faut que ce soit reconnu par des gens qu'on estime. C'est très important. En vieillissant, on a moins besoin de cela. Et on se contente de ce qu'on croit être vrai, et on le dit. Mais quand on est jeune, on a besoin de validation. Et souvent, les jeunes sont un petit peu arrogants, semble-t-il. En réalité, c'est parce qu'ils ont une incertitude en eux. Et c'est-à-dire qu'il faut les aider à en sortir. Et ça n'est pas évident. C'est toute la trajectoire de la vie. Et l'interculturel en est un paradigme. Et pour revenir sur l'interculturel, je ferai le rapport avec l'interdisciplinarité. J'ai fait tout un travail sur la question. J'ai fait des travaux, un texte important en 1971. Ça, vous n'étiez pas né, Richard de Sèvres. J'avais 6 ans, mais voilà, je ne vous ai pas lu à l'époque. Et alors, je m'interrogeais sur l'interdisciplinarité. Mon texte s'appelle Le discours scientifique, il faut que je le ressorte. Et je disais, il y a la pluralité, il y a le pluridisciplinaire et l'interdisciplinaire. Le pluridisciplinaire, c'est la juxtaposition des disciplines. L'interdisciplinarité, c'est le fait d'avoir en soi deux disciplines qui collaborent, qui s'intègrent l'une à l'autre, avec l'idée que ça apporte du nouveau. Et c'est ça qui est en cause. Alors, je prends le paradigme de l'interdisciplinaire pour l'interculturel. C'est-à-dire que ça implique, l'interculturel suppose que je m'assume, que je prenne conscience de moi-même et que du coup, ce soit un chemin vers l'autre, avec l'idée qu'on va dépasser, qu'on va arriver vers un au-delà, qu'on va
pas un au-delà de moi-même, au-delà de l'autre, mais à une sorte d'approfondissement, d'affinement, pour reprendre le terme que vous avez employé, qui est très important parce que euh, c'est pourquoi fréquenter les gens, si ce n'est justement pour être charmé. Il y a une phrase d'un grand historien qui a écrit sur la Méditerranée, il disait, Brodel, merci, et qui disait, ce qu'on a de mieux à offrir aux autres, c'est soi-même. Et, voilà, quoi de mieux pour se rencontrer soi-même que de rencontrer les autres. C'est tout l'objet de la communication interculturelle, dont la 4e édition a été éditée aux Belles Lettres de Jean-René Ladmiral. Merci beaucoup Jean-René de nous avoir accompagnés pendant cette seconde partie du lundi. Et très chers auditeurs, à bientôt sur Radio Courtoisie. Merci Richard Dessert.